les CGV, souvent on voit ça comme une obligation. Avoir des CGV, avoir des conditions générales, on voit ça un petit peu comme une obligation. D'une part, ce n'est pas forcément le cas. Ça va dépendre des situations, mais ce n'est pas forcément le cas. Et surtout, dans tous les cas, si jamais on décide de faire des conditions générales, autant ne pas le voir comme une obligation, mais comme une opportunité de définir une stratégie. C'est-à-dire que juridiquement, comme dans toute autre activité humaine, si on a une stratégie en amont, tout est toujours plus simple après. Et justement, on ne subit pas, on est dans l'action. Donc en gros, en introduction, je vous ai proposé de chercher à réfléchir ensemble à comment définir une stratégie pour rédiger des conditions générales. Et en fait, comment est-ce qu'on définit une stratégie? Il y a 2 points, selon moi. D'abord, définir des objectifs. Donc dans l'idéal, un objectif, maximum, là j'en ai mis maximum 2, 3. Généralement, c'est ce qu'on conseille. Hein, quand on veut définir une stratégie, on définit d'abord un objectif. Et l'objectif, il ne faut pas qu'il y en ait 50. Quoi. Dans l'idéal, il faut qu'il y en ait un. Et ensuite, on travaille à partir de ça. La deuxième chose pour construire une stratégie, ça va être d'identifier les contraintes du terrain. Et donc, c'est ces 2 points que je vous propose de voir successivement ensemble. Donc déjà, avoir un objectif, comme j'avais dit, de maximum. Ici, en termes de conditions générales en ligne, je pense qu'on peut voir 2 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir exiger rapidement un paiement. Donc, c'est-à-dire que si jamais on a un client qui ne veut pas nous payer, pour une raison X ou Y, soit parce qu'il n'est pas content, soit parce qu'il estime qu'il doit prioriser d'autres modes de financement. Enfin, le droit des affaires, globalement, c'est ça. Hein. C'est souvent une question d'argent. C'est je décide de ne pas payer parce que je ne suis pas content, parce que ceci, parce que cela, parce que je préfère investir ailleurs. Enfin, il y a plein de raisons. Et donc, un des objectifs des CGV, c'est de pouvoir se dire on va pouvoir exiger rapidement un paiement. Et le deuxième objectif, c'est de ne pas se faire taper dessus par la DGCCRF. La DGCCRF, c'est une direction qui est rattachée au ministère de l'économie, donc c'est à Paris, à Bercy, et elle va traquer toutes les pratiques commerciales des entreprises pour vérifier qu'il n'y a pas de choses borderline, qu'on respecte les règles. Donc c'est un petit peu les 2 objectifs que je vous propose ici. Pouvoir exiger rapidement un paiement, je pense que c'est le nerf de la guerre, et ensuite ne pas se faire taper dessus, ne pas se faire reprendre par les organismes de contrôle. Et donc ensuite, la deuxième étape, c'était d'identifier les contraintes du terrain. Donc ici, la contrainte principale, c'est que la justice française, elle est longue et elle est coûteuse. Alors, c'est pas forcément cher de saisir le juge, ce qui est cher, c'est les honoraires des avocats. Parce que vous pouvez dire, moi je ne veux pas d'avocat, ok? Sauf que si la personne en face de vous, elle a un avocat et qu'elle vous fait des conclusions qui font 50 pages avec des décisions d'articles, c'est compliqué de répondre à ça. Donc finalement, on est rapidement contraint de prendre nous aussi un avocat. Et puis pareil, hein, c'est pas forcément le juge qui coûte cher, mais les conclusions, on doit les signifier par voie d'huissier, dans les commissaires de justice, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Donc la justice française, elle est longue et elle est coûteuse. Quand je dis longue, entre le moment où vous déposez une demande et le moment où vous avez une décision, vous pouvez compter, allez, minimum 1 an. Oui. Donc c'est quelque chose. Grand B, donc c'est une contrainte qui peut se transformer en opportunité selon les cas. J'ai mis sauf évidence. C'est-à-dire que si jamais vous pouvez prouver à un juge que la situation est évidente, qu'il n'y a pas tellement à tergiverser pendant 50 ans, vous pouvez obtenir une décision très rapide. Dans certains cas, en 24 heures. Ça peut être très rapide. Et donc ça, on parle de juge des référés. Le juge des référés, c'est ce qu'on appelle donc le juge de l'évidence. Et typiquement, avoir un contrat clair, signé, qui dit clairement les choses, ça peut vous permettre d'aller en référé. Alors certes, votre client peut toujours contester en disant oui, mais lui, il n'a pas fait ceci, cela. Il faut qu'il le fasse. Il n'a pas forcément le réflexe. C'est-à-dire qu'il se prend une décision de justice qui lui dit qu'il faut payer tout de suite. Si jamais il sait qu'il est en tort, il va s'exécuter tout de suite. C'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait essayer de faire d'essayer de faire traîner le litige en longueur, mais
les gens ne vont pas y penser et vont avoir peur. Donc ça, c'est une première chose, de se dire, si jamais j'ai un contrat clair, je peux aller en référé et obtenir un paiement immédiatement. Donc ça, c'est une première chose intéressante. Et du coup, le troisième point, dans les contraintes du terrain, c'est l'écart entre le droit étudié et le droit appliqué. C'est-à-dire que moi, je vais vous présenter le droit, mais pour que ce droit soit appliqué, il faut une mise en demeure, il faut une assignation, il faut une décision de justice. Les décisions de justice de première instance, elle n'est pas forcément bonne. Parce que souvent, c'est des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce, ce n'est pas des juges professionnels. Donc, on observe qu'il y a pas mal de décisions un petit peu cheloues. Donc, après, il faut aller en appel. Même les juges d'appel, ils ne sont pas forcément parfaits. Et donc, après, il y a la Cour de cassation. Donc, en fait, c'est très difficile d'aller en justice et d'avoir une décision correcte. C'est pour ça qu'on dit toujours, mieux vaut un bon accord qu'un mauvais procès. C'est ce qu'on dit toujours, vous l'avez peut-être déjà entendu dans des séries. Et en fait, plus votre contrat est solide, encore une fois, plus il défend vos intérêts, plus ce sera facile, dans le cadre d'une négociation, d'obtenir gain de cause. Parce que, in fine, si vous êtes sûr d'avoir raison et que vous voulez aller jusqu'au bout, vous savez que vous gagnerez. Alors que votre adversaire, il va se prendre tous les frais de justice, tous les frais de huissier, tous les frais d'avocat dans sa poche. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant cette idée d'avoir ces trois contraintes en tête et de voir que c'est des contraintes pour vous, c'est aussi des contraintes pour l'autre. Et justement, essayer de déterminer comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas des contraintes pour nous. Du coup, si j'essaie de problématiser, moi je suis juriste, donc j'aime bien problématiser, c'est des trucs... la question, ce serait comment être sûr de pouvoir être payé rapidement sans se voir reprocher nos propres manquements à nous. Ce serait ça la problématique, si j'essayais de problématiser le contenu de ça. Ça va, c'est à peu près clair, je ne parle pas trop vite, ça va, ok? Parfait. Donc, voilà le sommaire de mon intervention. Et en fait, j'ai décidé de me focaliser sur deux questions. La première question, c'est s'assurer que le client il est valablement engagé. C'est-à-dire que les CGV que vous avez rédigés, elles sont opposables au client. Vous pouvez lui dire, ces CGV, tu les as acceptés, donc tu dois les exécuter. Et le deuxième élément, c'est s'assurer que le client il a toutes les informations prévues par la loi. Parce que le commerce en ligne, c'est beaucoup d'obligations d'information. On va y revenir. Donc voilà les deux choses. Et donc, premièrement, s'assurer que le client est valablement engagé. Et donc, en fait, ça correspond à une question très claire. Comment est-ce qu'on fait signer le contrat au client? C'est la question claire et précise. C'est-à-dire que, de base, vous vous engagez, je sais pas moi, vous allez vous acheter une maison. Vous allez devant le notaire et vous signez le papier. On est d'accord. Sauf qu'en ligne, on ne peut pas faire ça. Du coup, comment vous faites? C'est la question que je vous pose. Ok. Donc, voilà, moi, ce que j'avais noté, c'est le contrat qui est signé manuscritement, scanné et envoyé. C'est ce que vous avez dit. Alors là je fais que énumérer. Hein. C'est pas des solutions que je recommande. Hein. Mais je fais que énumérer les trucs. Voilà. Il y a aussi le OK par mail qu'on voit souvent. Du coup, je te fais cette prestation pour 150 € hors taxe. Merci de me répondre OK en réponse au présent mail. Vous l'envoyez, le mec vous répond OK. Et il y a des personnes qui estiment que du coup le contrat est signé. Et il y a aussi la signature avec la souris. C'est-à-dire que voilà, vous le copiez-collez sur n'importe quel logiciel. Moi je suis un peu vieux, donc c'est sur Paint que je le ferai spontanément. Et ensuite je l'imprime en PDF et je l'envoie. Alors, ce qu'il faut avoir en tête à ce niveau-là, c'est que si vous voulez faire signer un contrat à votre client, on se retrouve avec ce genre de problème. Je suis fier de ce schéma, donc je vais le montrer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les trois. Vous connaissez comment on appelle ça, le proverbe, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ici, on ne peut pas avoir la gratuité, la simplicité et la solidité. On ne peut pas avoir les trois. La solution qui va vous permettre d'être certain, qui va vous permettre de faire que votre client accepte vos conditions générales, elle ne pourra pas être à la fois gratuite, simple et solide dans le sens de efficace facilement. Ok? Donc, là, je me suis mis dans ici, là. Donc, j'envisage une solution qui est gratuite et simple.
si elle est gratuite et simple, elle ne sera pas solide. Quand je dis qu'elle ne sera pas solide, juridiquement parlant. Effectivement, juridiquement parlant, mais en fait, je vise quelque chose de précis, c'est que le référé sera impossible. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que la justice, un an et demi pour avoir une décision. Si vous attendez un an et demi pour vous faire payer, c'est pas cool. Il y aura les intérêts moratoires, ok, qui vont s'appliquer, c'est pas grand chose. Je suis même pas sûr que ça dépasse l'inflation. Je suis pas sûr. Si tout le monde fait ça, et du coup, voilà. C'est-à-dire que si jamais c'est une solution qui est gratuite et simple, vous ne pourrez pas le référer. Donc par exemple, vous me citiez l'hypothèse où la personne, elle vous signe le document par... donc vous envoyez le devis, la personne l'imprime, le signe, le scanne et vous l'envoie. Ça passe pas en référé. Tant pis. Donc vous pourrez aller devant le juge du fond et vous gagnerez, ok, mais vous ne pourrez pas aller en référé. Je m'avance même en disant que vous gagnerez devant le juge du fond. Et en fait, c'est là que vous avez dit quelque chose de très pertinent, c'est que l'email, c'est pas en mode de... Enfin, il n'y a pas de jurisprudence constante là-dessus. C'est quelque chose qui est très utilisé, mais c'est très facile de dire je me suis fait pirater. Mon adresse email, c'est pas moi. Ou alors, c'est ma fille qui jouait avec. Elle jouait avec mon portable, elle a vu le mail passer, elle a fait OK, et voilà. C'est très facile. Et donc, en fait, c'est pour ça que en fait, si jamais je reprends cette hypothèse de la signature, donc du scan avec la signature, il y a une décision assez récente de la Cour de cassation qui dit, en fait, ça peut valoir dans les cas que vous avez cités, c'est-à-dire dans des relations d'affaires suivies. Donc, par exemple, vous êtes avec vos fournisseurs, et tous les mois, vos fournisseurs, ils vous envoient leur devis. Et tous les mois, ce que vous faites, c'est que vous l'imprimez, vous le signez, vous le scannez et vous le renvoyez. Là, c'est OK, parce que c'est une relation qui est suivie. Et donc, c'est sur du long terme. Mais si jamais on est dans le cas où votre objectif, c'est de faire signer un premier contrat avec une personne avec laquelle vous n'avez jamais eu de relation, ça passera pas. Parce que la personne pourra facilement dire, c'est pas moi, c'est ceci, cela. Et donc, c'est tout l'intérêt quand même de demander un acte positif derrière. C'est-à-dire si la personne vous fait un virement de la compte, là, elle a accepté. Ok, elle a accepté. Ce sera plus facile devant le juge du fond, donc le juge qui dure 1 an et demi, mais devant le juge des référés, il n'acceptera pas juste le contrat scanné avec l'accord. Parce que, en fait, le juge du fond, il va dans le fond de l'affaire. Et donc, il réfléchit. Le juge des référés, il a une cinquantaine de dossiers à traiter en 1 heure. Donc, il regarde évident, pas évident, pas évident. Évident, pas évident, pas évident. Évident, bon, évident, là, je signe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée de dire la solution qu'on a, on veut que ce soit une solution qui vous permette d'aller en référé. Parce qu'on n'a pas envie d'attendre 1 an avant d'être payé. Ça va l'idée? Vous suivez encore, hein? Très bien. Donc voilà la première hypothèse. Ensuite, le petit bonhomme, il est ici. Donc on a une solution simple, on a une solution solide, mais qui ne sera pas gratuite. Yes. Donc la solution, elle est simple, elle est solide, mais elle n'est pas gratuite. Il va falloir payer. Je reviendrai après sur les solutions qui existent à ce niveau-là. Et puis, après, il y a la solution solide et gratuite. Mais dans ce cas-là, vous allez perdre du temps. Parce que c'est quelque chose que vous allez devoir faire vous-même. Donc, par exemple, vous me citiez les cases à cocher. Ouais, si vous êtes capable de le coder, allez-y. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre. Et c'est du temps que vous n'auriez pas passé à autre chose. Donc, si on continue. Là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Si on est dans la solution qui est gratuite et simple, ce sera l'email. On scanne la signature ou on signe avec la souris. C'est ces hypothèses-là que je visais. Si jamais on est dans quelque chose de simple et solide mais de pas gratuit, il y a quelque chose dont vous ne m'avez pas parlé tout à l'heure, quand je vous ai demandé de citer, c'est la signature électronique. Vous en avez jamais entendu parler? Oui, on a parlé tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des signatures électroniques qu'on fait l'acte d'achat. Il y a une plateforme. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, soit c'est inclus dans le champ au moment où on fait l'achat, ou soit effectivement ça passe par la plateforme pour ça. Voilà, la plateforme. Vous connaissez les plateformes? J'ai déjà fait, mais j'ai oublié. DocuSign, YouSign, c'est ce genre de solution. Donc je suis allé regarder les prix pour les
pour les trucs les moins chers, je crois que c'est 10 € par mois, mais dans ce cas-là, vous avez droit qu'à 5 signatures. Ok. Et voilà, puis après, ça peut monter, je crois, jusqu'à 50 € par mois, en fonction de ce que vous demandez. Donc voilà. Et là, c'est une valeur. Là, c'est quelque chose qui est réglementé par la loi, donc c'est sûr et certain. Parce que du coup, c'est parce qu'il y a un tiers, quoi. C'est parce qu'il y a un tiers qui va vérifier, et en fait, c'est comme quand vous validez un paiement par la banque. C'est-à-dire qu'il va y avoir un double contrôle. Non seulement vous devez valider avec un code que précédemment le tiers est sûr qu'il n'y a que vous qui le connaissez, soit, vous savez, il reconnaît la reconnaissance faciale, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est ça qui permet de reconnaître. C'est la même chose que les banques, quand on valide une opération bancaire. Donc voilà. Oui, c'est une validation avant que. C'est ça. Et du coup, ça laisse des traces, mais on a des traces même de tiers qui font ça. Enfin, voilà. Exactement. Ouais, ensuite on a la solution que je disais solide et gratuite, mais pas simple. C'est exactement ce que vous disiez avec la case à cocher. La case à cocher, en fait, ça c'est réglementé par l'article 1127.2 du Code civil. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du double clic. Ça aussi, vous êtes sécurisé à fond. Vous savez, quand vous allez par exemple sur Amazon, vous parliez d'Amazon tout à l'heure, il y a un premier clic où vous validez la commande et un deuxième clic où vous confirmez la validation. Oui, c'est ça, on valide. Ah ouais, là, on ne peut pas réfuter que c'était quelqu'un d'autre qui. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que la personne qui a rentré les informations et qui a donné le numéro de carte bancaire, etc. On est déjà connecté dans notre espace à ce moment-là. C'est ça. Puis même, le double clic suffit. C'est-à-dire que la loi, elle dit que le double clic suffit avec les informations qui seront rentrées après pour procéder au paiement. Donc, voilà. Et donc, là, l'objet de cet atelier, c'est de vous donner des clauses. Et donc, du coup, là, je vous propose une clause qui est assez basique. Vous parliez de devis. Donc, en gros, en bas du devis, on a un petit rectangle avec écrit au-dessus signature. Et en dessous de la case, on dit donc, en signant ci-dessus, je reconnais avoir pris connaissance des CGV, reconnaître leur caractère obligatoire, avoir pu poser toutes mes questions, les accepter sans réserve. Encore une fois, c'est un gros contentieux, celui de « ouais, tu m'as donné tes CGV, mais le document, il n'était pas lisible ». On peut faire tomber des CGV comme ça. Il y a des CGV qui sont tombés comme ça. C'est trop petit, je ne vais pas les lire avec une loupe. Donc, les CGV tombent à cause de ce genre de choses. La taille de caractère, le fait que ce soit lisible, etc. Que ce ne soit pas lisible. Il y a même du contentieux sur est-ce que mais moi je ne me connais pas en internet, donc vous me demandez de mettre un QR code pour accéder au CGV c'est pas ça. Ça se fait ça. Et puis il y a des personnes qui disent moi j'ai pas accès à ça, je ne sais pas faire. Donc vous m'avez pas mis en position de ça. Pardon. Donc voilà. C'est avoir pu poser toutes les questions. Je reconnais avoir pu poser toutes mes questions. Mais en ligne, c'est quand on le lit, quand on l'accepte. Ouais, on peut très bien prévoir un chatbot à côté où on répond aux questions. C'est tout à fait possible. Ouais, où il y a le mail en accès. C'est ça, il y a plein de choses qui peuvent permettre de faire ça. Et les accepter sans réserve, c'est le dernier point. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, j'en reviens à mon sommaire. S'assurer que le client est valablement engagé, là on s'en est assuré. Et le deuxième point, c'était lui donner toutes les informations prévues par la loi. Du coup, ça va être difficile à lire. C'était juste, des stats. C'est-à-dire que la DGCCRF, donc comme je vous le disais, c'est en gros la détection des fraudes au ministère de l'économie, elle s'intéresse beaucoup au commerce en ligne. Parce qu'il y a pas mal de demandes. Il y a pas mal de personnes qui vont signaler des sites de commerce en ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. C'est-à-dire que si vous avez un site qui commence un petit peu à marcher,
et que y a plein de gens qui signalent des petits trucs qui sont pas top, vous pouvez vous prendre un contrôle de la DGCCRF et derrière il y a une amende, quoi. On va avoir quelques stats. Les principaux motifs de signalement, en fait, genre quand les gens ils vont venir signaler à la DGCCRF ce genre de choses, en fait en numéro 1, on a la livraison qui est absente, partielle, le produit il est endommagé, des retards, pas de réponse du SAV, c'est les premiers avec 23 000 en 2023. Et juste après, il y a les informations qui ne sont pas là, les obligations d'information qui ne sont pas là, et là on est à un peu plus de 11 000. Et après les autres éléments, vous voyez, on est à 3 000. Donc c'est-à-dire que non-livraison, c'est 23 000, pas d'information, c'est plus de 10 000, et ensuite on est à 3 000. 2000, puis après même pas 300, 400. Quand on parle de produits endommagés, il faut que ce soit de notre fait et pas durant la livraison ou peu importe. Parce que si c'est passé pendant la livraison mais que c'est pas de notre fait, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu aussi personnellement, professionnellement. En fait, là il faut raisonner en termes d'opposabilité. Est-ce que vous pouvez opposer au client que le livreur que vous avez choisi n'est pas compétent? Vous pouvez pas. C'est-à-dire que c'est le client qui va se retourner contre vous et ensuite vous qui vous retournez contre le livreur. Oui, il faut. C'est ça. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de relation entre le livreur et votre client. Lui, il ne peut pas. Il faut que ça prouve que ce n'est pas de notre fait s'il reçoit au final un produit endommagé. Ah, mais dans tous les cas, vous êtes responsable. C'est vous qui vendez. C'est vous qui vendez. Et encore une fois, le livreur, il n'a pas de relation avec votre client. Non. Donc lui, votre client ne va pas se retourner contre le livreur, il ne le connaît pas, il n'a pas ses coordonnées, il n'a rien du tout. Celui qui connaît, c'est vous. Donc encore une fois, c'est le client qui se retourne contre vous, donc vous allez le rembourser, et après vous pouvez demander de paiement à votre livreur. Même si on fait bien, ça se retourne contre nous. Faut bien choisir son livreur. Si vous choisissez un bon livreur que vous connaissez, pourquoi pas. Si jamais vous prenez des grosses entreprises, généralement il y a des assurances qui vont avec. Oui. Et donc, oui, voilà. Si ça passe par Chronopost, UPS. Exactement. Là, il va y avoir des assurances, il y a possibilité de faire des réclamations. Et donc, encore une fois, j'essaye de traduire en langage un peu plus commun. Je regarde quelle heure il est. Il est 30, ok, on va essayer d'accélérer. J'essaye de traduire en langage courant la question. Donc, la question, c'était donner au client toutes les informations prévues par la loi. Et si on traduit, pour moi, il y a deux questions. En fait, c'est d'abord, est-ce que mon client est un consommateur ? Et ensuite, quelles sont les informations à communiquer? On va faire l'interro surprise, comme ça vous allez découvrir tout seul. J'aime bien cette idée. Si ça vous va, à moins que vous voulez que je vous donne la réponse tout de suite. Sinon, on fait l'interro surprise. On fait l'interro surprise. Donc, vous avez votre boulanger qui achète de la farine pour pouvoir faire du bon pain à ses clients qu'il adore. On est en matière première, effectivement. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Il n'est pas un consommateur. Lui, il transforme, mais c'est sert du produit, mais pour faire la matière à côté. C'est ça. La matière première, c'est ce qui va lui servir à travailler. C'est ça. Maintenant, la deuxième situation, c'est toujours le même boulanger, mais cette fois-ci, il y a son fils qui le saoule depuis des semaines pour avoir l'iPhone 16 Pro Max. Et du coup, il va chez Apple et il achète l'iPhone 16 Pro Max. C'est un consommateur ou c'est un particulier? J'ai peut-être pas assez suffisamment défini ce que c'était qu'un consommateur. Là, ce ne sera pas pour son activité, c'est pour son fils. Donc c'est ça. Il ne va pas s'en servir pour son activité de boulanger. Enfin, dans ce cas-là, parce que ça peut être ça aussi. Effectivement. Oui, bien sûr. Ça dépend à quel niveau d'échelle on se cale. Ouais. Si on se calme, c'est le boulanger est un particulier lambda qui achète un iPhone à son fils. Oui, c'est un consommateur, parce qu'il achète un produit pour son fils. C'est ça. Mais dans le cadre de son entreprise de boulanger, il n'a rien à voir. Donc non, ça reste avec son activité, c'est ça. C'est ça. Du coup, juste pour vous donner un exemple précis pour voir ça, c'est que vous savez, vous, quand vous achetez quelque chose en ligne, vous avez un délai de rétractation de 14 jours. Oui. Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux professionnels. Donc, encore une fois, le boulanger, si jamais il achète des matières premières pour sa boulangerie, il n'a pas droit au délai de rétractation de 14 jours. Mais par contre, s'il achète un iPhone pour son travail en tant que boulanger, là, c'est un consommateur. On va y revenir après. Justement, c'est pas simple. D'accord. C'est pas du tout simple. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Donc, le même boulanger, donc là, oui, il est consommateur. Si jamais il achète un iPhone pour son fils, il est consommateur. Maintenant, vous avez un médecin qui réserve une chambre pour pouvoir aller à comment on appelle ça? À un congrès de médecine. Et bien, la Cour de cassation a décidé qu'il était consommateur. Oui. Alors, c'est quoi le raisonnement? Il est très bizarre. Parce que c'était de son bon vouloir d'aller à l'hôtel.
c'était pas tellement ça. C'était l'idée qu'il n'exerçait pas son activité en faisant ça. C'est-à-dire que... Ah, c'était pas dans le domaine de la médecine, C'est ça. prendre un hôtel. C'est ça. Ok. C'est des raisonnements très très alambiqués. Ok. C'est des raisonnements très très alambiqués. Maintenant, oui, vous allez dire. Et là maintenant, on a un architecte qui conclut un contrat pour faire du community management. Vous savez, du community management, c'est faire des posts sur les réseaux. Donc il prend une prestataire qui fait du community management et il fait ça. Encore une fois, délai de rétractation de 14 jours. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Est-ce qu'il est consommateur ou bien est-ce qu'il est professionnel? On est d'accord que le community manager, c'est un prestataire externe, c'est pas un salarié. C'est pas un salarié, c'est un prestataire externe. C'est comme si jamais vous vendiez ça à l'architecte. Bah, c'est un consommateur, il achète un produit qui est une personne, du coup. Donc vous, consommateur, vous dites quoi? Pour moi, non, parce que ça fait partie de son activité. Ça fait partie de son activité, Ça effectivement. fait pas de son activité, mais on est dans le cadre. Parce qu'un community manager, c'est pour son activité, mais c'est pas obligatoire. C'est conseillé d'être présent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas obligatoire. Enfin, je sais pas s'il y a un truc assez tordu comme ça. Non, je m'attends à un truc assez tordu, je sais pas si c'est ça. Encore une fois, il a été considéré comme un consommateur. Et encore une fois, c'est un raisonnement encore assez tordu, mais je ne vais pas forcément le développer, parce que ce n'est pas le cas le plus typique. Juste parce que celui-là, il peut vous concerner. C'est un demandeur d'emploi, encore une fois, c'est des décisions de justice que je suis allé chercher. Donc là, c'est un demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation qui est financé par Pôle emploi. Je vais même vous préciser, c'est une formation pour devenir naturopathe. Ça a été financé par Pôle emploi. Et, encore une fois, il a voulu se rétracter. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Est-ce qu'il est professionnel ou est-ce qu'il est consommateur? Il n'est pas consommateur. On lui a refusé le délai de rétractation. Et encore une fois, voilà, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà. C'est du cas par cas, ça va prendre ce genre de situation, non? Justement, on va y venir juste après la dernière hypothèse. C'est une infirmière qui achète un défibrillateur. Une infirmière libérale, donc elle est à son compte. C'est pas elle travaille à l'hôpital ou elle travaille à l'hôpital puis c'est un défibrillateur pour chez elle, non. Elle est infirmière libérale et elle achète un défibrillateur. Est-ce qu'elle a le droit au délai de rétractation? Elle a été considérée comme consommateur. Ah oui. Pourquoi? Parce que son activité, c'est une activité d'infirmière et pas une activité de secouriste. Donc ça ne rentrait pas dans son objet social. Son objet social, c'est infirmière, c'est faire des soins, c'est pas faire ce genre de choses. Donc, en fait, l'idée qu'on peut en déduire, c'est que pour l'instant, la jurisprudence, elle n'est pas claire. C'est trop nouveau. C'est trop nouveau pour que ce soit clair. Donc moi, je vous propose encore une fois une clause. Des cas particuliers à chaque fois. Donc c'est pour ça que moi, je vous propose une clause. Je ne suis pas sûr qu'elle soit valable. Vraiment, je ne suis pas sûr qu'elle soit valable. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que la justice en France, elle est longue et que pour avoir du référé, il faut de l'évident. Donc, à la rigueur, autant faire en sorte que ce soit dans votre intérêt à vous. Et donc, c'est pour ça que je vous propose cette clause. Le client déclare agir à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En conséquence, il reconnaît être un professionnel au sens de l'article liminaire du Code de la consommation. Donc, bien sûr, ça ne va pas s'appliquer pour vous parce que ce serait un petit peu ubuesque, mais si jamais ça vous arrive d'avoir des clients professionnels qui veulent essayer un petit peu de tergiverser et d'avoir accès aux droits de la consommation, parce que moi je vous ai donné un exemple, mais il y a plein d'avantages au fait d'être consommateur. Donc voilà, c'est une petite clause qui peut vous protéger encore une fois. Ça va donc oui, comme je vous ai dit, c'est pas une solution parfaite. Je suis même pas sûr que la clause elle passe, mais on est toujours dans une logique. Qu'est-ce que je dis? Oui, puis même le code de consommation, il est impératif. On peut pas y déroger. On peut pas dire je suis pas consommateur si la loi considère que vous êtes consommateur. Mais en vérité, encore une fois, le droit c'est pas parfait. On essaye de trouver des failles pour se protéger, c'est tout simplement ça. Et puis, si jamais, encore une fois, on peut résoudre le litige à l'amiable, c'est toujours ça qu'on va essayer de privilégier. Et avec ce genre de clause, on peut. Ça veut dire que la loi... Ensuite, la deuxième, c'était les informations à communiquer. Là, vous allez avoir mal à la tête. Je vous préviens, mais on va essayer d'aller très vite. De toute façon, il est 45. Donc, le contenu des informations. Déjà, je vous parle de l'article 1127.1 du Code civil. Il s'applique à tout le monde. Okay, et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que de toute façon, on va y revenir après. Vous voyez, il y a 5 alinéas.
d'informations. Mais de toute façon, vous avez l'article, vous pourrez aller le retrouver facilement sur Légifrance. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Donc, on s'en fout. L'article, il existe, il pose des obligations, mais il n'y a pas de sanction. Donc, on s'en fout. Sauf si le client peut prouver l'existence d'un préjudice. C'est-à-dire que le fait de ne pas respecter la loi en soi, ça ne pose pas de problème. Il n'y a personne qui va aller en justice pour vous dire qu'il n'a pas respecté cette loi-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanction derrière. Donc on ne peut rien faire. En revanche, si jamais il y a un client qui vous dit il n'y a pas cette information-là, et moi du coup, ça m'a causé un préjudice que j'estime à 1000 balles, du coup je lui demande 1000 balles. Et du coup, c'est pour ça que j'ai défilé très vite. On va y revenir, et en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de cas. Donc là, par exemple, il parle des différentes étapes à suivre pour conclure le contrat. Donc ça, on s'en fiche, globalement. À partir du moment où c'est clair, on s'en fiche. Les moyens techniques permettant d'identifier des erreurs au moment de la commande. Encore une fois, personne ne va s'y intéresser à ça. Si jamais vous mettez des lignes de code, personne... Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Les langues proposées pour la conclusion du contrat, au nombre desquelles doit figurer la langue française. Encore une fois, personne ne va dire ouais, j'ai un préjudice parce que le contrat il est en italien. Et, enfin, voilà, c'est un petit peu. Enfin, puis même, on n'est pas obligé de le prévoir en italien. Donc là, sur le coup, il n'y a vraiment pas de sujet. Donc, les modalités d'archivage. Et en fait, voilà, c'est simplement le point 5 qui est intéressant. C'est les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que là-dessus, on peut invoquer un préjudice. On peut dire, bah ouais, mais je sais pas moi, typiquement, lui, il a une espèce de... Genre, son fournisseur lui impose des règles. Ces règles, moi, elles me sont intéressantes, puis à aucun moment, il m'y a donné accès. Et donc là, il pourrait y avoir une action en justice. Parce que la personne pourrait dire, j'ai pas accès à ces règles, j'ai pas pu défendre mes droits, ça va causer un préjudice de X euros. Donc voilà pour cette petite subtilité. Ensuite, le code de la consommation, il en énumère plein. Donc on a l'article L111-1, c'est le premier article du code de la consommation. Donc il liste, là, L111-1, c'est tous les produits et services. Vous allez chez Auchan, ça vous donne les informations que vous devez avoir. Vous savez, la petite étiquette, avec toutes les informations qu'on a. En gros, voilà, c'est les caractéristiques du produit, etc. C'est les informations qu'on va avoir là. C'est des choses qu'on doit mettre obligatoirement. Qu'on doit mettre obligatoirement. Bien sûr. Parce que je dis ça. Et donc voilà, vous par exemple, quand vous vendrez des figurines, vous pourrez mettre la taille des figurines, les couleurs, ce genre de choses. Donc L111-2, ça c'est les informations sur le professionnel, c'est-à-dire sur vous. C'est-à-dire qu'il faut dire qui vous êtes. Il faut dire qui vous êtes, comment vous contactez, votre sirène, etc. R221-2, on détaille précisément ce qu'on veut savoir de vous. Donc là, c'est-à-dire on va citer l'adresse de l'établissement principal, le numéro SIRET. Enfin voilà, il va y avoir un certain nombre d'informations à mentionner là-dedans. Vous irez voir les articles. Et enfin, on a le L221-5. Là, c'est spécifiquement pour les ventes en ligne. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça s'applique à toutes les ventes. Donc vous allez chez Auchan, vous devez les avoir. En revanche, L221-5, vous devrez les avoir simplement si vous êtes sur Auchan.fr. Et du coup, pour terminer, je vais simplement détailler, je crois que j'en ai trois points vraiment importants. Du coup, le numéro 1, c'est le délai de rétractation de 14 jours. Donc la personne a 14 jours pour se rétracter. On peut toujours y renoncer. La personne peut renoncer au délai de rétractation de 14 jours pour des raisons précises. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien, c'est pour des raisons précises. L'idée, c'est que le service, il est définitivement consommé avant la fin des 14 jours. Par exemple, je sais pas moi, vous achetez un billet de cinéma en ligne. Donc en théorie, vous avez 14 jours pour vous rétracter, mais si jamais vous y allez le jour même, voilà, c'est consommé quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des hypothèses dans lesquelles le délai de rétractation ne s'applique pas. D'accord. Pareil, j'avais le cas la dernière fois, c'était quelqu'un qui faisait du dressage d'animal. Oui. Voilà, la personne réserve en ligne pour le lendemain. Ah oui, elle va pas se rétracter le surlendemain.
Donc dans ces cas-là, on peut le faire. Et donc voilà, je vous ai mis une clause. Je sous-signé monsieur ou madame X déclare vouloir renoncer au délai de rétractation de 14 jours prévu par le Code de la consommation afin de bénéficier de l'intégralité du produit service sans délai. La clause, elle n'est pas parfaite. Vous retrouvez facilement sur Internet des renonciations au délai de rétractation. Vous tapez renonciation, délai de rétractation, vous trouvez facilement des formulaires que vous copiez-collez. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Deuxième chose, la médiation. Si vous êtes avec des consommateurs, vous êtes obligé de vous affilier à un organisme de médiation. L'idée, c'est que la personne, si jamais il y a litige avec vous, elle peut saisir le médiateur et c'est le médiateur qui va essayer de résoudre le litige. Et en fait, ça, c'est une possibilité qui est donnée aux consommateurs pour ne pas se retrouver seul face à un commerçant en ligne qui peut le balader. Donc, c'est obligatoire vraiment pour tous les professionnels qui sont avec des consommateurs en ligne, enfin, même dans l'absolu. Et donc, en gros, c'est payant. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'organisme de médiation, il faut en choisir un, et il va falloir s'affilier, donc payer quelque chose. Et donc, ensuite, dans les CGV, vous devez le mentionner. Vous devez mentionner, voilà, si jamais il y a un litige, vous pouvez aller saisir ce médiateur pour essayer de régler le litige. Encore une fois, moi, il y a des clauses que j'aime bien. Et donc, j'aime bien prévoir une clause qui dit que, avant même de saisir le médiateur, on est obligé de se rencontrer, vous et moi, soit en vrai, soit en visio. En fait, tout simplement, vous vous retrouvez face à la personne. Si jamais c'est quelqu'un qui cherche, on peut calmer tout de suite les choses. Alors, il ne s'agit pas de lui mettre un coup de pression ou quoi que ce soit, c'est juste, tu es en face, explique-moi qu'est-ce que j'ai fait de mal. Explique-moi, et puis si jamais, on peut même enregistrer la conversation, et puis ensuite on voit si on arrive à résoudre le litige ou pas, et puis si la personne est de mauvaise foi, en fait ça se voit, et après devant le médiateur, devant le juge, c'est plus facile de dire moi j'ai tout essayé, j'ai proposé ça, elle ne veut pas. Donc voilà, c'est quand même assez truc. Donc la clause, moi ce que j'ai mis, c'est en cas de litige entre les parties relatif aux présentes, la partie la plus diligente proposera à l'autre une date et un horaire de rendez-vous en présentiel ou en visioconférence à l'effet de résoudre le litige. À défaut de respect du formalisme du premier alinéa, donc de tout ce blablabla, si on ne respecte pas ça, aucun tiers ne pourra intervenir pour résoudre le litige. Et là, je vise médiateur, conciliateur, arbitre, ce que vous voulez. Oui, voilà, le délai de prescription biennale, c'était le troisième point. L'idée, c'est de dire que, en fait, si jamais le professionnel veut intenter une action contre le consommateur, il a 2 ans. En principe, c'est 5 ans. La prescription, vous savez, c'est 5 ans en matière civile. Eh bien, le professionnel qui veut agir contre le consommateur, il n'aura que 2 ans. À l'inverse, le consommateur qui agit contre le professionnel, il a 5 ans. Mais donc voilà, encore une fois, c'est un des bénéfices. On n'a que 2 ans pour agir en justice. Oui, je suis reparti sur la médiation là. Vous avez terminé la médiation? Ouais. Du coup, voilà, ça concerne l'action du professionnel contre le consommateur. Donc, au lieu de 5 ans, c'est 2 ans. Et encore une fois, j'ai une petite clause à vous proposer. En fait, l'idée, c'est de dire que tout mail a le même effet qu'une LRAR, qu'une lettre recommandée avec accusé de réception. Encore une fois, cette clause, je ne suis absolument pas sûr qu'elle soit valable. Mais c'est pas grave. En fait, en droit, on ne cherche pas forcément à ce que toutes les clauses soient valables. L'idée, c'est de pouvoir négocier en cas de litige. Et de dire, tu as accepté cette clause qui dit ça. Et en fait, tout simplement, ça permet de négocier plus facilement. Même si on va devant le juge, peut-être que le juge, il écartera la clause. On s'en fiche. Parce que, allez, peut-être 75% des gens n'iront pas jusque devant le juge. Ils essaieront de résoudre le truc à l'amiable, ils iront saisir le médiateur, mais ils n'iront pas devant le juge. Donc là, avec une clause comme celle-là, ce qu'on peut dire, en fait, la stratégie derrière, c'est de dire que l'email a le même pouvoir qu'une LRAR, et en fait, la LRAR, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, elle suspend la prescription. C'est-à-dire que vous êtes censé, en gros, vous devez agir pour que l'action ne soit pas prescrite. Vous devez agir avant le 8 mars 2025. Le 5 mars 2025, vous envoyez un mail, et la prescription se suspend, elle arrête de courir.
le temps que la personne réponde au mail et éventuellement que vous répondiez. Donc en fait, c'est tout simplement une tactique qui peut dire bah non, le délai de prescription il n'est pas passé. Parce que le mail, il a le même effet qu'une LRR, un courrier recommandé avec accusé de réception, et le courrier recommandé avec accusé de réception qui te met en demeure de me payer, ça suspend la prescription. Donc la prescription elle passe pas. J'insiste, hein, si on va devant le juge il écarte la clause, hein, qu'on soit clair. Mais on est simplement dans une logique où bah, les gens ne vont pas voir les avocats, parce que les avocats ça coûte cher, les gens ne vont pas saisir le juge, et on tente des choses. Parce que ça peut se commander. Parce que ça va plus vite de régler le problème plutôt que de saisir le juge. Enfin, parce qu'il y a une histoire de temps, Comme je l'ai dit, vraiment c'est ça, c'est la contrainte. C'est la contrainte dans le terrain. C'est une contrainte terrain, c'est que si on veut aller devant le juge, bah, il faut être prêt à attendre 1 an et demi. Et il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut vraiment l'avoir gros sur la patate si on veut attendre 1 an et demi. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je pense que là j'ai terminé. Ouais, encore une fois, là je dis attention, c'est pas valable. Est-ce que vous avez des questions ?